Chapitre 22. La colline des hommes marteaux. En arrivant au bout de la forêt, les 4 amis se trouvèrent devant une montée abrupte constituée de gros rochers entassés les uns sur les autres. L'escalade s'annonce difficile, dit l'épouvantail, mais il faut bien s'y résoudre. Il ouvrit la marche et ses compagnons le suivirent. Mais à peine avaient-ils escaladé le premier roc qu'ils entendirent une voix furieuse leur crier « Arrière !»« Qui me parle ?» demanda l'épouvantail. Une tête apparut par-dessus la pierre et déclara de la même voix furieuse « Cette colline nous appartient. Personne n'a le droit de l'escalader. » À sa vue, les voyageurs furent pétrifiés de surprise. Il était tout petit et trapu, avec une grosse tête plate sur le dessus, laquelle était reliée à son corps par un cou épais et bourrelé de rides. Mais il n'avait pas de bras. Voyant cela, l'épouvantail rit sous cape. Une créature aussi inoffensive ne risquait pas de lui barrer le passage. Il déclara donc « Je suis désolé de vous contredire, mais nous escaladerons votre monticule que cela vous plaise ou non. » Et il s'avança bravement. Vif comme l'éclair, le petit bonhomme projeta sa tête en avant, de toute la force de son cou qui s'allongea comme le ressort d'un diable en boîte. L'épouvantail reçut un coup en pleine poitrine et s'en alla rouler jusqu'au bas du monticule. Puis, presque aussi vite qu'elle s'était déployée, la tête du petit bonhomme redescendit vers ses épaules, et il se mit à rire d'un air mauvais. « Il ne sera pas si facile de passer outre l'interdiction des hommes marteaux !» grinça-t-il. Comme un écho à ses propos, un chœur de rire narquois s'éleva des autres rocs, et Dorothée découvrit des centaines de petits bonshommes semblables, tous manchots, avec des cous ridés et une tête plate. Chacun se tenait derrière son rocher. « Que pouvons-nous faire alors ?» demanda-t-elle. « Appeler les singes ailés, » suggéra l'homme en fer-blanc. « Tu as encore droit à un vœu. »« C'est une bonne idée, » estima Dorothée en se coiffant de la toque d'or. Elle prononça les paroles magiques et, rapides comme l'éclair, les singes ailés arrivèrent au grand complet. « Quels sont les ordres ?» s'enquit le roi en s'inclinant. « Transportez-nous au pays des Quadlings, » répondit la petite fille. « Tout de suite, » assura le roi. Aussitôt, les singes ailés emportèrent les 4 amis et Toto dans leurs bras, et s'envolèrent à tire-d'aile. En les voyant passer par-dessus leur territoire, les hommes marteaux poussèrent des glapissements outragés et projetèrent leur tête en l'air, mais les singes volaient trop haut pour qu'on pût les atteindre ainsi. Ils déposèrent Dorothée et ses amis en sécurité dans le beau pays des Quadlings. « Tu as épuisé ton dernier vœu, » dit le roi des singes à Dorothée. « Adieu donc et bonne chance. » À l'évidence, le pays des Quadlings était riche et prospère. Des champs de blé aux épis mûrs s'étendaient à perte de vue, séparés par des routes bien pavées, des ponts solides surmontaient les ruisseaux qui serpentaient dans l'herbe. Ces ponts, comme les maisons et les granges, étaient peints en rouge vif. Si le jaune était la couleur des Winkies et le bleu celle des Munchkins, celle des Quadlings, à l'évidence, était le rouge. Ils traversèrent les champs, les jolis ponts rouges et découvrirent un magnifique château qui se découpait à l'horizon. Devant les portes, 3 jeunes filles montaient la garde, vêtues d'uniformes rouges à galons d'or. Dorothée s'avança vers elles. « Que venez-vous chercher dans la contrée du sud ?» interrogea l'une d'entre elles. « Je viens voir la bonne sorcière qui règne sur les Quadlings, » répondit la petite fille. « Voulez-vous me conduire à elle ? Donnez-moi votre nom. Je vais demander à Glinda si elle accepte de vous recevoir. » Les voyageurs déclinèrent leur identité, et la jeune fille en uniforme s'en fut porter le message. Au bout de quelques minutes, elle revint leur annoncer qu'ils étaient autorisés à entrer.